Le Lockheed Martin F-35 Lightning II est un miracle de l'ingénierie moderne. Combinant des vitesses supersoniques, des technologies furtives avancées et un réseau de capteurs sans précédent, c'est plus un super ordinateur volant qu'un avion de chasse conventionnel. Mais deux des trois versions de ce chasseur, le F-35B et le F-35C pour être précis, ont toujours eu un défaut important et assez évident, visible dès le premier coup d'œil. Un canon de la taille d'une baignoire fixé sous le ventre de l'appareil. Ce canon ralentit l'accélération du F-35 et augmente sa surface équivalente radar, nuisant à la fois à son agilité et à ses capacités de furtivité. Pourtant, l'armée américaine a réussi à transformer cette erreur apparente en son atout le plus meurtrier. Pour comprendre comment et pourquoi cela s'est produit, nous devons d'abord prendre du recul. En fait, il faut remonter de plusieurs décennies, à l'époque de la guerre du Vietnam. Au milieu des années 1960, le McDonnell Douglas F-4 Phantom II était l'un des avions les plus importants et les plus répandus dans le ciel au-dessus du Nord-Vietnam. Avec 9 points d'emport externes, le F-4 avait la capacité de transporter jusqu'à 18 650 livres, soit 8 500 kg d'armement, y compris divers missiles air-air et air-sol. Cependant, il n'était pas à l'origine équipé d'un canon interne, bien que certaines variantes aient ensuite été dotées de pods canons externes. Il n'en avait pas besoin, selon les ingénieurs qui l'ont conçu, car il était équipé de missiles Sparrow, guidés par radar, et de missiles Sidewinder à guidage infrarouge, et il devrait être capable d'éliminer toutes les cibles avant même que l'ennemi ne puisse penser à riposter. Du moins c'était la théorie. En pratique, cela ne s'est pas vraiment passé comme ça. L'AIM-9B Sidewinder, par exemple, était loin d'être le missile RR à tir et oubli hautement précis de l'ère moderne. Il avait de nombreuses limitations, comme une portée effective maximale de seulement 3000 nautiques, ou le fait qu'il ne pouvait verrouiller les cibles qu'en étant directement derrière elles. La tête chercheuse du Sidewinder avait également une vitesse de suivi angulaire relativement faible, de seulement 11 degrés par seconde, ce qui la rendait presque totalement inefficace contre des cibles effectuant des manœuvres d'évasion serrées. Il avait aussi du mal avec le soleil et les nuages, sa tête chercheuse les confondant parfois avec des cibles ennemies. Et tous ces problèmes s'additionnaient. Les Sidewinder des années 60 ayant des probabilités de destruction relativement faibles, autour de 16%. Le AIM-7D Sparrow n'était pas meilleur. Le missile air-air avait une portée d'engagement minimale comprise entre 3000 et 5000 pieds, et chaque fois qu'un tir était effectué, c'était au pilote de maintenir son radar verrouillé sur la cible pendant toute la durée du vol du missile. Cela n'aurait pas eu beaucoup d'importance dans un espace aérien sûr et non contesté, mais avec des chasseurs ennemis dans les airs et un danger potentiel derrière chaque nuage. C'était très risqué pour ces pilotes de simplement voler en ligne droite, et d'espérer que tout se passe bien, alors que leurs missiles approchaient de leur cible. En conséquence, la probabilité de destruction des premiers missiles Sparrow utilisés au Vietnam était inférieure à 10%. En plus de cela, les règles d'engagement obligeaient les pilotes américains à identifier visuellement tout appareil ennemi avant de tirer dessus. Ainsi, ils ne pouvaient pas profiter de la portée de leurs armes. Ils étaient obligés de s'approcher et de se mettre en plus grand danger avant même d'être autorisés à verrouiller leur cible. En conséquence, les pilotes de F-4 se retrouvaient souvent dans des combats rapprochés, mais sans les canons nécessaires pour gagner ces affrontements. En plus de cela, beaucoup de ces pilotes n'avaient suivi aucune formation approfondie en manœuvres de combat aérien, donc ils n'avaient souvent ni les compétences ni l'équipement nécessaire pour survivre. Ils devaient souvent ralentir leur avion à des vitesses subsoniques, et faire de leur mieux pour se placer derrière leurs ennemis. Mais ils étaient souvent trop proches pour tirer leurs missiles avec un réel espoir d'atteindre leur cible. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux pilotes se soient plaints de l'absence de canons sur ces avions. Le pilote de la marine américaine John Cheshire a estimé que l'absence de canon interne était la principale erreur du F-4, ajoutant « Les balles ne coûtent donc pas cher, et vont là où on les vise. J'avais besoin d'un canon, et j'aurais vraiment aimé en avoir un. » Le général du corps des Marines John Daly était d'accord, notant que tout le monde dans les RF-4 souhaitait avoir un canon sur l'appareil. Finalement, ces appels sont devenus trop forts pour être ignorés. Le Phantom a été repensé, avec d'abord un pod canon externe fixé sur le fuselage, avant que toute la cellule ne soit modifiée pour intégrer un canon M61 Vulcan interne. À partir de ce moment-là, les ingénieurs aéronautiques militaires américains ont juré de ne plus jamais commettre la même erreur. Même s'il n'y a pas eu de victoires RR enregistrées au canon depuis plusieurs décennies, et que le leader mondial de la défense Lockheed Martin affirme que l'ère du combat rapproché est révolue, les canons figurent toujours dans chaque cahier des charges opérationnelles.
Chaque fois qu'un nouveau chasseur est conçu, les ingénieurs doivent prévoir de la place pour un canon, sous une forme ou une autre, même s'il ne sera peut-être jamais utilisé. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de dissuasion précieux. La simple présence d'un canon prive efficacement l'ennemi de la seule option qu'il aurait pour contrer les missiles, s'approcher au plus près. Il ne s'agit pas d'infliger des dégâts ou de abattre des cibles, il s'agit d'empêcher votre adversaire de songer à s'approcher de trop près. Ainsi, même lorsque les dernières touches s'étaient apportées à la conception du F-35 au début des années 2000, les exigences du programme Joint Strike Fighter imposaient qu'il soit équipé d'un canon, et pas n'importe lequel, mais incapable d'atteindre une probabilité de destruction de 35% contre des véhicules légèrement blindés à une distance oblique de 9000 pieds. Ce canon était le Gao-22, un canon de Gatling de 25 mm, produit par General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, et basé sur la conception du Go-12 pesant 240 livres soit 104 kg. Il est capable de tirer jusqu'à 3300 coups par minute. C'est un équipement très robuste, et les ingénieurs ont dû trouver un moyen de l'intégrer dans l'un des avions de chasse furtifs les plus avancés que le monde ait jamais vus. Pas besoin d'être ingénieur militaire pour voir que la solution la plus logique est d'intégrer cette arme dans le fuselage de l'avion. C'est ce qu'ont fait les concepteurs du F-22 Raptor, qui dissimule son canon dans l'emplanture de son aile. Si et quand le canon doit tirer, une trappe s'ouvre et 100 projectiles par seconde sont tirés sur toute cible en vue avant que la trappe ne se referme, préservant ainsi la furtivité et l'aérodynamisme de la cellule. Pour le F-35A, les concepteurs ont plus ou moins fait exactement la même chose, en dissimulant le Gao-22A à l'intérieur du fuselage. Avec les deux autres variantes, cependant, le F-35B et le F-35C ce n'était pas aussi simple, pour une raison toute simple, il n'y avait pas assez de place. Le F-35B est une variante à décollage court et atterrissage vertical, STOVL, utilisée par les Marines. Afin de pouvoir décoller depuis de petites pistes, il possède un ventilateur de sustentation à l'intérieur de son fuselage, le long du module pivotant à 3 paliers, ce qui prend beaucoup de place, et en laisse très peu de disponible. Certainement pas assez pour loger un canon Gatling relativement encombrant. Le F-35C, quant à lui, est le chasseur embarqué de l'US Navy, et il est équipé d'un train d'atterrissage renforcé, ainsi que de près de 20 000 livres, soit 9000 kg de carburant, le tout stocké en interne, ce qui est plus que toute autre variante du F-35. Encore une fois, cela signifie qu'il n'y a plus de place pour le Go-22A. La seule option restante, donc, était de positionner le canon à l'extérieur, en le fixant à la base du fuselage de l'appareil, non pas derrière une trappe ou un panneau furtif, mais bien à l'air libre, enveloppé dans une énorme nacelle en fibre de carbone pour le protéger. 2 nacelles en fibre de carbone existent, toutes deux fabriquées par Therma, une entreprise danoise. Il y a un GPU 9A pour le F-35B et un GPU 8A pour le F-35C. À première vue, ce choix de conception n'a guère de sens. Non seulement cela paraît maladroit et encombrant d'avoir une énorme structure de la taille d'une baignoire fixée sous un avion furtif ultra-moderne. Coûtant environ 110 millions de dollars par unité, il a aussi été prouvé que la nacelle de canon externe nuit aux performances du chasseur. Elle perturbe la conception aérodynamique du jet, ajoutant de la résistance à l'air et de la traînée à ce qui était autrefois une cellule lisse, élégante et parfaitement profilée. Les données montrent que le F-35A a besoin de 8 secondes supplémentaires pour accélérer de Mach 0,8 franchir le mur du son et atteindre Mach 1,2, ce qu'on appelle l'accélération transonique du chasseur, par rapport aux estimations de performance initiales du programme. Le F-35B quant à lui, avec son Gao-22 externe, met 16 secondes de plus pour l'accélération transonique. Tandis que le F-35C, qui a le poids supplémentaire d'un canon Gatling externe, ainsi que les plus grandes ailes et le plus de carburant, a besoin de 40 secondes, soit 5 fois plus que le F-35A. Pourtant, malgré ces problèmes évidents, le canon externe est bien plus précieux et bénéfique pour l'armée américaine qu'il n'y paraît au premier abord. Mais avant d'expliquer pourquoi, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir plus souvent, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous décryptons tout cela chaque semaine. Pour comprendre pourquoi le canon externe des F-35B et F-35C fonctionne mieux que le canon interne du F-35A, il faut d'abord mieux connaître cette arme. Le Gao-22A est un canon Gatling à 4 canons de 25 mm. Il est plus grand que les canons Vulcain de 20 mm, que l'on trouve sur des avions comme le F-22 et le F-16, mais bien plus compact que les canons de 30 mm,
des Addix Thunderbolt 2, également connus sous le nom de Warthogs. Ils tirent 55 projectiles par seconde à une vitesse de 3560 pieds par seconde, ce qui représente plus de 3 fois la vitesse du son. Et le canon produit une force de recul considérable d'environ 3700 livres, soit presque 16 500 newtons. C'est à peu près le même recul que si un petit moteur à réaction poussait la cellule vers l'arrière à chaque fois que le pilote appuie sur la gâchette. Et c'est là que la beauté de la nacelle externe commence à se révéler, car la nacelle est montée sur la station centrale avec le point d'ancrage situé juste sous l'épine dorsale du chasseur. Elle est directement reliée à la poutre longitudinale principale du F-35, qui est le point de fixation le plus stable de toute la cellule. Cela signifie que lorsque le canon externe tire, la totalité de ses 1680 kg de force de recul est isolée du reste de l'appareil. Cette force passe par le point d'ancrage dans la poutre structurelle solide, plutôt que d'impacter l'extérieur composite de l'appareil, ses revêtements furtifs ou ses composants internes. En d'autres termes, le canon donne toujours un coup à chaque tir, mais la nacelle absorbe ce choc, de sorte que la cellule de l'appareil ne le ressent presque pas. Pour comprendre pourquoi c'est si important, nous devons comparer la conception de la nacelle externe au canon interne que l'on trouve sur le F-35A. Sur cette variante, le canon interne est logé dans une cavité sur le côté gauche du fuselage, derrière une trappe affleurante. Ce type de conception peut fonctionner. Le F-22 par exemple possède un canon interne, qui est intelligemment placé de façon à ce que la force de recul soit absorbée par l'emplanture de l'aile. Mais ce n'est pas le cas sur le F-35A. Là, chaque fois que l'arme tire, sa force de recul est transmise directement dans la peau composite du chin et du longeron de l'appareil. La poutre structurelle critique qui longe les arêtes vives du fuselage de l'appareil. Cette peau composite n'a pas été conçue pour supporter des forces aussi intenses. Alors, elle commence à se fissurer. Le revêtement furtif du F-35A, une partie intégrante de sa conception, commence à se fissurer. À cause de cela, l'utilisation des canons du F-35A a été étroitement surveillée pendant des années, alors que les ingénieurs travaillaient sur les problèmes liés aux vibrations, à la précision et à l'usure potentielle du revêtement furtif de l'appareil. Les pilotes effectuent toujours des exercices d'entraînement au tir réel avec les canons, mais l'armée a pris de nombreuses précautions pour minimiser les contraintes inutiles et les dommages causés à la peau de l'appareil. Et ce n'est pas le seul problème. Pendant des années, le canon du F-35A a également été signalé comme étant imprécis dans les évaluations annuelles du Pentagone. De 2019 à 2023, il n'a pas réussi à répondre aux exigences de précision opérationnelle. Même à partir de 2024, il est toujours techniquement classé comme manquant de précision, bien qu'il ait été jugé opérationnellement efficace. Les canons externes du F-35B et du F-35C, quant à eux, ne présentent aucun de ces problèmes. Grâce à leur conception et à leur emplacement, la force de recul n'affecte pas négativement la cellule, et sans risque de fissures ou de dommages structurels, il n'y a aucune restriction quant à la manière, au moment ou à l'endroit où ces canons sont utilisés. En plus de cela, il a également été prouvé que les canons externes sont beaucoup plus précis. C'est très important, car ces chasseurs n'emportent en réalité pas beaucoup de munitions. Ils utilisent les PDU-32U, des obus semi-perforants explosifs incendiaires traçants, ou SAPETS, capables de percer des blindages légers et de détonner à l'intérieur de leur cible, les brûlant de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque avion est équipé de 220 obus au total, et un contrôleur spécialisé limite la taille de chaque rafale entre 30 et 50 obus. Ainsi, chaque fois que le pilote appuie sur la gâchette, environ 40 obus sont tirés, ne laissant au pilote que 5 ou 6 tirs avant d'épuiser ses munitions. Ce n'est pas un grand nombre, donc il est essentiel de s'assurer que chaque obus compte, et que le plus de tirs possible atteignent leur cible. Heureusement, le F-35 a été conçu pour offrir une précision de très haut niveau. Dans ce chasseur, le pilote ne vise pas avec ses yeux, mais grâce à un système spécial d'affichage monté sur le casque, le HMDS, qui projette les données de ciblage directement sur sa visière. Les F-35 utilisent également des radars ESR pour détecter et suivre les cibles, ce qui augmente encore la précision du canon. C'est important, car cela offre aux forces américaines un moyen inestimable d'attaquer leurs ennemis et d'atteindre leurs objectifs, le concept de porte-avions Lightning. Cela consiste essentiellement à transformer des navires d'assaut amphibies, comme l'USS Triple Tripoli, en porte-avions légers, en embarquant jusqu'à 20 chasseurs furtifs F-35B sur chacun d'eux. Ces porte-avions d'intervention rapide peuvent alors fournir un appui-feu quasi instantané aux Marines dès que nécessaire. Imaginez des troupes avançant vers leurs objectifs, nécessitant un appui-feu pour clouer l'ennemi au sol et progresser.
Il n'y a pas d'avions de détection avancés, ni d'appareils de guerre électroniques, comme les UA-18G Growler dans le ciel autour d'eux. Ils ne peuvent pas non plus utiliser des avions comme les A-10 Warthog nécessitant de longues pistes. Avec un porte-avions Lightning positionné à proximité, une douzaine ou plus de F-35B peuvent être dans les airs en quelques secondes, prêts à sauver des vies et à accélérer l'avancée américaine grâce à des canons externes très précis, capables d'effectuer des frappes guidées par radar depuis le ciel sans percer la couverture nuageuse. Et nous n'avons même pas encore abordé le meilleur et le plus grand avantage des pods externes du F-35B et du F-35C, ils n'ont pas forcément besoin de contenir des canons. Therma, la société danoise qui fabrique les coques en fibre de carbone des pods, a développé une nouvelle variante appelée le Multi-Mission Pod, ou MMP. En utilisant le même moule extérieur que la nacelle canon standard, avec exactement la même forme et le même profil aérodynamique, le MMP offre toute une série de nouvelles possibilités. Au lieu d'un canon, il peut par exemple embarquer un brouilleur de guerre électronique, capable de couper les communications ennemies, dotant ainsi le F-35 des capacités du EA-18G Growler. Le MMP peut également être équipé d'un ensemble de capteurs ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance, lui permettant d'obtenir encore plus de renseignements qu'il ne le peut déjà avec ses systèmes intégrés. Il pourrait aussi être équipé d'une liaison de données directionnelle, le transformant en un commandant d'essaim de drone capable de contrôler et de guider toute une formation d'aéronefs de combat collaboratifs, ou CCA. Le MMP pourrait même potentiellement prendre en charge de futurs systèmes à énergie dirigée ou à base de laser, permettant ainsi à un chasseur F-35B ou C de contrer un jour les drones ennemis d'une manière qui ressemble plus à de la science-fiction qu'à la guerre moderne. C'est là la véritable puissance et le potentiel presque illimité du concept de nacelle externe. Cela permet au F-35, qui est déjà sans doute le chasseur le plus polyvalent jamais créé, d'adopter encore plus de configurations et de faire face à des objectifs encore plus variés, simplement en échangeant une nacelle contre une autre. Le cœur de la cellule reste le même, la taille de la nacelle aussi reste la même. Il n'y a aucune différence de traînée, de vitesse ou de performance globale, même quand l'appareil passe d'une configuration de guerre électronique à l'ISR, à l'énergie dirigée ou au canon Gatling classique. Avec son canon intégré dans la cellule, le F-35A n'est capable d'aucune de ces configurations, ce qui le rend bien moins flexible et utile d'un point de vue militaire moderne que ses homologues B et C. La vraie valeur du nacelle canon n'est pas dans l'arme, mais dans l'espace qu'il crée. Le F-35A est destiné à toujours avoir ce canon interne, ce qui limite sa viabilité et restreint son utilité pour les missions à venir. Les modèles B et C, quant à eux, offrent bien plus. Ils donnent des options aux Marines et à la marine. Ils permettent à ces forces de se poser la question. De quoi cette mission a-t-elle besoin? Avant chaque déploiement, ils peuvent décider de l'équipement idéal à chaque fois, que ce soit une liaison de données, des capteurs ISR ou toute autre chose. En attachant pour la première fois un canon externe au F-35B et au F-35C, les ingénieurs résolvaient un problème de la seule façon possible. Au début, cela semblait être une solution maladroite, destinée uniquement à dégrader les performances aériennes du F-35. Avec le temps, ce module maladroit est devenu l'un des éléments les plus précieux de la conception de l'avion. Le défaut est devenu un atout, et a involontairement rendu ces chasseurs plus polyvalents, puissants et préparés pour l'avenir que quiconque n'aurait jamais pu l'imaginer. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la façon dont l'armée américaine évolue constamment, innove et trouve des moyens passionnants et novateurs de projeter sa puissance dans cette vidéo, qui s'intéresse aux cuirassés de la classe Trump, lesquels sont sur le point de changer le visage de la guerre navale comme jamais auparavant. Sinon, regardez cette vidéo pour découvrir comment la marine américaine teste des armes laser sur les porte-avions, afin de les rendre plus résistants et plus létaux à l'ère de la guerre par drone. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses et d'informations comme celle-ci.